peut pas prédire le futur et on ne sait pas ce qui va se passer, mais quand on regarde quand même, j'ai récemment vu un tableau qui montre un peu les investissements en bourse à long terme entre un mois, 3 mois, un an, 5 ans, etc. Mais en fait, on a 90 plus de 90% de chances à 5 ans d'être en positif. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille de nouveau Julien Romain, puisque c'est pas la première fois sur Vision, fondateur de Scaleo et Docteur Patrimoine, pour parler d'investissement et de patrimoine évidemment, mais plus spécifiquement pour les entrepreneurs. Eh bien, avant d'aller plus loin sur le sujet, est-ce que tu peux tout simplement nous dire qui tu es et ce que tu fais avec Docteur Patrimoine? Oui, tout à fait. Ben donc, en fait, pour resituer un peu mon parcours, donc moi, j'ai créé une agence marketing Scaleo en 2016, même si avant, je faisais plus en freelance à côté de mon job. Et puis, à un moment, en 2020, il y a eu pas mal, avec le Covid, pas mal de changements professionnels, besoin aussi d'aller voir autre chose. Et c'est vrai qu'avant d'être entrepreneur, moi, je suis plus investisseur. J'ai commencé à investir en bourse en 2007-2008. Je me suis intéressé à l'immobilier en 2010-2011, donc on a commencé assez tôt, avant même l'entrepreneuriat. Et puis à un moment, en 2020, j'ai besoin d'un renouveau. Je me dis, tiens, mais qu'est-ce que je peux faire et comment est-ce que je peux, voilà, quelles sont mes zones d'intérêt? Je me dis, tiens, l'investissement, on va essayer d'aller un peu disrupter ce marché. Et c'est comme ça, avec mon associé Guillaume Brissot, on a démarré Docteur Patrimoine. Mais on a vraiment voulu le faire d'une façon un peu différente, pas un organisme de formation, mais de vraiment plus fournir un service pour vraiment faciliter le passage à l'action. Donc en fait, on réunit des investisseurs qui expliquent comment ils gèrent leur argent. Et donc, en gros, tu apprends en suivant des personnes sans devoir simplement passer des formations théoriques, mais tu as vraiment tout un suivi qui est fait en fonction de ce que tu as envie de mettre en place. Bon, pour le moment, c'est qu'on est encore qu'en phase de démarrage, mais quand on voit les premiers retours, c'est vrai que c'est encourageant parce que les gens peuvent vraiment apprendre en regardant ce que font les investisseurs. Ok, top. Bah, du coup, tu pourras nous dire peut-être, je pense, tout au long de l'épisode, un petit peu qu'est-ce qui fait aussi votre différenciation avec Docteur Patrimoine. Et justement, Mhm. si aujourd'hui je nous ai réunis, c'est pour principalement deux grandes raisons. La première, c'est que je sais l'importance d'investir et que moi, en tout cas, personnellement, je l'ai compris assez tardivement, donc j'aimerais que les entrepreneurs qui nous écoutent puissent en prendre conscience et surtout en profiter le plus rapidement possible, en tout cas plus rapidement que moi. Et puis la deuxième et dernière raison, c'est que selon moi, les entrepreneurs, ils comptent que sur leur entreprise pour générer de l'argent de façon générale, alors qu'il y a plein d'autres façons aussi de gagner de l'argent et finalement de le faire travailler pour nous. Alors du coup, la première question moi, que j'aimerais te poser, c'est que dans la croyance populaire, et tu dois l'entendre partout, l'investissement serait uniquement réservé, enfin en tout cas l'établissement, on va dire la construction aussi d'un patrimoine serait uniquement réservé aux gens qui gagnent déjà extrêmement bien leur vie. Voilà, la première question, c'est est-ce que c'est vrai? Heureusement, c'est faux. C'est faux parce que même de mon côté, bon, j'ai démarré ma vie active, on parle de 2007-2008, j'avais simplement 3 000 euros d'épargne sur mon compte en banque. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pu me constituer un patrimoine. Donc, heureusement, ce n'est pas réservé qu'aux riches. Et à ce moment-là, au début de ma carrière, j'avais terminé mes études, donc j'avais trouvé un job correct, mais je ne donnais pas non plus des sommes folles. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, c'est qu'il y a des investissements qui peuvent se commencer avec un montant très limité. Et d'ailleurs, enfin, ici, typiquement, si on parle déjà avant l'immobilier, même de l'investissement en bourse, mais sur du long terme, sur du passif, ça peut Mhm. commencer à 50 euros par mois. C'est déjà largement suffisant, donc en fonction des moyens. Donc à partir du moment où tu mets 50 euros par mois dans un placement long terme sur des indicateurs, des indices qu'on appelle des EFT, ETF, hein, ben, tu vas vraiment pouvoir aussi sécuriser, accumuler. Et en fait, c'est de l'argent que tu oublies. Donc avant d'aller chercher du rendement plus à court terme, mais c'est le genre d'investissement à mettre et tout le monde peut le faire en fait. Et c'est vrai enfin, moi, la façon dont j'ai fait, c'est au début, bon, j'étais chercher du rendement, j'ai fait les erreurs de jeunesse, on va dire, mais après, j'ai vraiment pu mettre un peu les bases et aujourd'hui, c'est de l'argent qui s'est accumulé, qui travaille pour mon patrimoine. Donc, heureusement, ce n'est pas réservé aux riches. Bien sûr, si quelqu'un a plus de moyens, soit parce que le salaire est plus élevé, parce qu'il y a un héritage, parce qu'il y a une revente d'une boîte, ça aide d'aller plus vite. Mais on peut commencer vraiment en partant de zéro. C'est un peu plus long, un peu plus compliqué, mais c'est Mm. tout à fait possible. Et je le vois depuis maintenant, bah, je suis entrepreneur depuis pas mal d'années. On regarde aussi un peu le patrimoine des personnes et je le vois, c'est que la plupart des personnes ont commencé avec pas grand-chose en général. C'est quand même très rare les gens qui ont pu profiter d'un gros héritage pour démarrer.
Après, j'imagine que, et là, alors moi, j'ai jamais fait partie des gens qui pensaient que c'était que réservé aux gens qui gagnent extrêmement bien leur vie. Là-dessus, comment dire, je m'éduquais déjà, si tu veux, même si moi, j'ai commencé tardivement. Mais j'imagine que si les gens sont persuadés que c'est uniquement pour les gens qui gagnent déjà bien leur vie, c'est parce que, tu vois, typiquement, en ce moment, par exemple, grosse inflation dans l'Europe de façon générale, enfin, même mondiale. Et aujourd'hui, bah, les gens, ils se disent, bah, OK, l'argent qui me reste de côté, peut-être qu'il m'en reste pas beaucoup. Tu vois, certains, ils vont dire, bah, il m'en reste pas beaucoup. Et puis, tu en as certains qui vont dire, bah ouais, mais bon, je préfère coffrer, tu vois. Je préfère le mettre de côté. Et Ouais. puis, si jamais un jour j'en ai besoin, je l'aurai sous la main. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire et j'imagine que là, parmi les entrepreneurs qui nous écoutent, il y en a plein qui se disent, bah, OK, t'es bien gentille, Pauline, mais moi déjà, je gagne difficilement bien ma vie, peut-être aujourd'hui encore avec mon entreprise, ou alors ça commence à bien s'installer, mais du coup, j'ai des peurs vis-à-vis de ça. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Ben, déjà, il y a des étapes en fonction de la situation personnelle, enfin, personnelle et professionnelle. C'est clair que le meilleur moment pour investir, et ça les entrepreneurs l'oublient trop souvent, déjà c'est d'investir quand on est salarié, si on est salarié, avant même de passer entrepreneur. Moi, j'ai eu la chance de le faire à ce moment-là, même si de nouveau j'ai commis des erreurs, j'ai perdu du temps, mais en fait, ça m'a sécurisé quand je me suis lancé à plein temps dans l'entrepreneuriat. Donc, et de pouvoir mettre 50 euros par mois, j'estime, bon, bien sûr, je ne connais pas la situation de tout le monde, mais il y a 50 euros par mois, il y a moyen de les trouver. Et vraiment, si on s'attend à avoir, tiens, je dois avoir 5 000 euros pour commencer à investir, en fait, le problème, c'est que pendant 3 à 5 ans, la personne ne va rien Ouais. faire. Alors que 50 euros par mois, il y a moyen de les trouver assez facilement, sans devoir se mettre en danger, sans devoir faire trop de choix. Donc, c'est déjà cette première étape-là, c'est voilà, de commencer le plus tôt avec des choses vraiment long terme, se sécuriser. Après, au niveau des entrepreneurs, bien sûr, quand on est dans une phase de démarrage, investir, en fait, c'est trop tôt. Typiquement, quand on lance son entreprise, qu'on a encore validé son offre, trouvé ses premiers clients, Ouais. bon, bien sûr, si on a déjà mis en place une routine de 50 euros par mois, il faut essayer de la continuer parce que c'est dommage de l'arrêter. Par contre, aller faire de l'immobilier une fois qu'on lance son entreprise, c'est compliqué. Sauf si on en a déjà pour offrir des garanties. Donc, ça veut dire, tiens, OK, pendant X temps, je vais faire mon focus sur ma boîte. Et une fois que ma boîte va commencer à avoir une certaine stabilité en termes de je peux me payer correctement, ben en fait, je vais me sécuriser et je vais utiliser cette boîte aussi pour développer mon patrimoine progressivement. Donc, voilà, il y a cette phase-là de lancement qui est la plus Bien sûr. difficile. Après, c'est aussi se poser la question, ce que les gens veulent, comment est-ce qu'ils veulent utiliser leur boîte, en fait, dans leur revenu, dans leur patrimoine à court et à moyen et long terme. Ok, alors je voulais parler justement de vision avec toi, mais je vais d'abord te poser une question par rapport au l'exemple de 50 euros par mois que tu utilises depuis tout à l'heure. Mhm. Est-ce que tu peux peut-être brièvement nous donner les types d'investissements qui existent? Alors, il y en a plein, hein, mais parce que là, tu parles de 50 euros par mois pour que ça parle un petit peu aussi Ouais. aux gens qui nous écoutent. Alors, en fait, en gros, il y a quatre grandes familles d'investissement. Il y a l'immobilier, il y a les marchés financiers, donc la bourse, il y a l'entrepreneuriat, et ensuite, il y a tout ce qu'on appelle les placements exotiques, donc c'est l'investissement dans l'art, dans les montres, dans le vin, etc. Et en fait, donc, on a vraiment quatre grandes familles, et derrière ça, en fait, des types d'investissements, il y en a plein, même dans l'immobilier. Tu peux acheter un appartement que tu vas mettre en location longue durée sur des contrats de 3 ans. Ou bien tu peux faire acheter un appartement pour mettre en location Airbnb pour durer, pour faire du rendement. Et donc, en fait, voilà, c'est vraiment, quand on prend l'immobilier, tu as la notion de stratégie passive qui vont demander peu de Mm. temps, mais avec un rendement plus faible, et puis des stratégies plus actives qui vont chercher plus de rendement. Mais derrière ça, c'est aussi plus de charges, plus de temps à y passer. J'ai un appartement Airbnb, moi je l'ai fait pendant 6 mois, je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi, c'était trop de travail en fait. Je n'aime pas ça, même si on peut déléguer aujourd'hui, dans mon cas, moi, ce n'est pas du tout intéressant. Donc déjà pour l'immobilier, il y a vraiment cette notion de voilà, le type de bien et la stratégie qu'on va mettre en place derrière. Acheter sa résidence principale et aussi une forme d'investissement. Ce n'est pas l'investissement le plus dynamique, mais par contre, ça permet Mhm. quand même de se sécuriser aussi sur le long terme. Après, au niveau des marchés financiers, de nouveau, on a aussi ce côté investissement passif avec du plus dynamique. Donc, le passif, c'est mettre 50 euros par mois sur ce qu'on appelle un indice monde. Donc, c'est un indice qui va représenter les plus grandes entreprises. Ben, ça va déjà, voilà, c'est un indice qui a plus ou moins un rendement annualisé autour de 10%. Donc, c'est déjà globalement par rapport à l'inflation, si on regarde les 20 dernières années, ça bat déjà l'inflation. Bien sûr, ce qu'on est en train de vivre en 2022, c'est assez particulier et dans certains pays, ce n'est pas suffisant. Mais bon, ça reste une situation normalement exceptionnelle, il faudra voir. Et donc, il y a moyen déjà de faire travailler cet argent 50 euros par mois sur des placements très peu risqués, parce qu'on n'est pas on va pas devoir choisir une action comme Total, LVMH ou Mm. autre. Voilà, on fait vraiment un placement très peu risqué et on laisse l'argent travailler sur un horizon 10, 15, 20 ans.
derrière. Après, en bourse, on peut aller sur du plus dynamique. Donc, par exemple, tiens, je vais acheter ce qu'on appelle des actions à dividendes. Donc, ce sont des entreprises qui vont verser des dividendes. Il y a Total, il y a Coca-Cola, il y en a pas mal. Et en fait, voilà, tous les trimestres, tous les mois, il y a des dividendes qui vont tomber. Donc, ça va aussi accumuler. Et après, on a aussi ce qu'on appelle le trading. Donc, l'idée, c'est d'acheter des actions pour les revendre après quelques heures, quelques minutes, ou quelques jours, quelques semaines. Mais là, de nouveau, on est dans un investissement plus dynamique, plus actif, parce qu'il faut rechercher les entreprises. Il faut aussi avoir une meilleure gestion de son capital derrière. Ça, c'est pour vraiment les marchés financiers. Donc, quand je parlais de 50 € par mois, l'idée, c'est vraiment, voilà, je mets 50 € par mois sur un PEA. Je prends l'indice monde ou l'indice Europe et voilà, j'accumule et c'est l'argent que j'oublie. Je le laisse travailler. Il y a ce qu'on appelle les intérêts composés où en fait, les intérêts vont être réinvestis et en fait, ça va faire la boule de neige derrière. Ensuite, la troisième famille, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, bon, clairement, ici, sur ton podcast, bah, il y a tous les entrepreneurs qui démarrent l'entreprise. C'est une forme aussi d'investissement pour voilà, créer leur activité, pour prendre le contrôle. Après, il y a aussi, tiens, bah, j'ai envie de mettre 100 000 € pour investir dans une start-up, dans une entreprise, et c'est de l'argent pour potentiellement revendre l'entreprise après plusieurs années. Donc, il y a aussi différentes formes d'investissement dans la partie entreprise. Et après, les placements exotiques qui sont, bah, comme je l'ai dit, l'art, les montres, le vin, ça reste quand même des placements beaucoup plus risqués. Je le déconseille. Quand on n'a pas mis le premier niveau en dessous de la pyramide, je déconseille de le faire parce qu'en fait, c'est de l'argent. Clairement, c'est voilà, le risque qu'on prend d'acheter une mauvaise bouteille de vin alors qu'on n'espère qu'elle est gagnée, il est assez important par rapport à mettre 50 € par mois en bourse sur un horizon de placement très à long terme. Après, j'imagine que ça, c'est finalement une stratégie d'investissement, c'est un petit peu comme une stratégie business. Ça va dépendre de la vision, qu'est-ce qu'on a envie de faire, je suppose. Et aussi, il me semble qu'il y a aussi une histoire de profil investisseur, c'est-à-dire est-ce que tu es plus OK avec le risque, est-ce que tu l'es moins. Enfin, il me semble qu'il y a des choses aussi qui sont liées à ça. Et du coup, moi, en fait, je suis persuadée que le travail de vision, il a aussi un rôle important à jouer dans une stratégie d'investissement et de constitution d'un patrimoine. Est-ce que tu penses que c'est primordial de savoir déjà ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller pour mettre en place la bonne stratégie d'investissement? Pour moi, c'est le point de départ. C'est en fait quand tu pars en voyage, tu prends ta voiture, tu sais où tu vas. C'est un peu la même chose avec ta vision. C'est commencer à investir sans savoir où on va. En fait, bah, le risque, c'est de se tromper et c'est d'aller dans un type d'investissement qui ne nous convient pas. Moi, je l'ai fait par le passé parce que je n'avais pas cette éducation-là quand je me suis lancé. C'est quand je me suis lancé en bourse. En fait, globalement, j'avais trouvé un job et je me dis, tiens, c'était clairement pas assez en termes de revenus. Donc, je vais investir. J'avais constitué 3 000 à 4 000 € d'épargne. J'allais investir dans les biotech, hein. Les biotech, tu peux faire du x2 en quelques semaines, mais c'est énormément de temps, mais c'est pas stable. Et en fait, je le fais simplement voilà, dans une vision très court-termiste, mais qui n'avait pas de sens. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment de travailler sa vision sur ce qu'on veut, pas simplement à 1 an, mais à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et en fait, de quoi est-ce qu'on a besoin financièrement et aussi au niveau du patrimoine. Et là-dessus, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a des personnes, ils vont acheter leur maison, leur RP, ça va leur suffire. Ils auront peut-être un complément d'assurance vie pour les sécuriser au moment de la retraite. Ça va suffire. Il y a d'autres personnes qui ont besoin, enfin, je pense si c'est un entrepreneur, il a un parc immobilier avec une vingtaine de biens qu'il met en location. Et lui, il a un critère très spécifique sur ce qu'il a besoin de gagner pour vraiment, on va dire, assouvir ses rêves, remplir ses besoins. Donc, tu vois, c'est vraiment de savoir ce qu'on a envie et quel est le rôle de l'argent. Et cette capacité à se projeter, parce qu'en fait, en gros, c'est pas évident, mais à partir du moment où la personne arrive, tiens, bah aujourd'hui, moi j'en suis là dans ma vie, ça me convient, mais par contre, je sais que si je reste au même endroit dans 3 ans, je ne serai pas satisfait, parce que j'ai envie de faire plus de voyages, à un moment, j'ai peut-être envie de revendre ma boîte pour me lancer dans autre chose. Et donc, c'est là où il faut vraiment travailler sa vision sur, tiens, et l'entreprise, pour ça, c'est aussi un actif, hein. En gros, il faut le voir vraiment, OK, comment est-ce que mon entreprise peut amener les ressources financières, mais aussi m'aider à construire le patrimoine. Et ça, c'est un point qui est malheureusement trop souvent sous-estimé, de vraiment travailler cette vision sur comment, voilà, où est-ce qu'on veut aller financièrement dans le futur. Je peux que valider. Moi, je suis accompagnée sur la partie gestion de patrimoine et c'est la première chose qu'on a vue ensemble, c'est OK, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. C'est quoi ton objectif, etc. Et c'est à partir de ça que la stratégie a commencé à se dessiner. Je voulais rebondir sur, tu parlais tout à l'heure de plutôt miser au départ, en tout cas, sur des investissements long terme. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, même si c'est assez clair comme ça, mais je pense que c'est important de clarifier, c'est quoi la différence entre un investissement long terme et un investissement court terme? Et ensuite, tu pourras prendre la suite là-dessus.
Est-ce que c'est possible par les temps qui courent aujourd'hui de faire des investissements court terme qui fonctionnent? Mhm. Bah déjà, la différence entre la notion long terme, court terme, c'est tiens, qu'est-ce que tu attends en termes de rendement et quand est-ce que tu vas en profiter? Typiquement, quand je commençais à mettre 50 euros par mois de côté, je sais que c'est de l'argent que j'allais accumuler plus pour ma retraite. Hein, parce que voilà, ma retraite, surtout quand voilà, je savais que j'allais être entrepreneur, c'est quand tu es entrepreneur, tu n'as quasiment pas de retraite, donc tu as besoin de se sécuriser. Et en fait, c'est le long terme, ben voilà, c'est de l'argent. Je ne vais pas m'attendre à faire plus X% par mois ou par an et regarder tout le temps parce que ça va me mettre un stress. C'est simplement, voilà, je sais que c'est un levier qui va travailler sur le long terme et je l'oublie, c'est l'argent qui va s'accumuler. Bien sûr, je le suis un peu ce qui se passe tous les ans, mais en gros, voilà, c'est vraiment plus, c'est pour me sécuriser parce que ça, soit c'est pour la retraite, ça peut être dans certains cas des reconversions, ça peut être ici, je pense à une salariée à qui on travaille qui va plutôt être intéressée de pouvoir réduire son temps de travail et donc en fait, elle a envie de se créer un complément derrière. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, c'est la notion long terme. Après, la notion court terme, c'est vraiment de dire, tiens, ben, en fait, j'ai de l'argent qui est disponible, je me suis sécurisé pour le long terme, j'ai de l'argent à court terme, qu'est-ce que je peux faire cet argent pour le fructifier? Et donc là, ben, on va chercher des leviers pour dire, tiens, ben, du court terme, bon, après, la notion de court terme varie un peu de chaque personne, mais ici, typiquement, ben, on peut dire, tiens, j'ai 50 000 euros de trésorerie, je vais je vais donner cet argent à un marchand de biens qui va m'offrir un rendement de 10% à un an. Donc, cet argent, voilà, à un an, par rapport à l'inflation, ça reste quand même très correct en termes de rendement. Et donc, en gros, voilà, c'est de l'argent qui va être bloqué pendant un an. Bon, on va dire plus ou moins un court, moyen terme, mais en gros, c'est un rendement qui est possible de faire. Après, il y a du plus court terme, typiquement, ici, moi, je pense à un de nos partenaires avec qui on va travailler, où en fait, en gros, lui, il va faire du court terme en bourse. Donc, en gros, tu vas acheter des actions pour quelques jours, quelques semaines dans l'idée de faire des plus-values assez rapidement. Là, c'est du court terme. Et aujourd'hui, que ce soit dans l'immobilier, peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui, mais dans l'immobilier, dans la bourse, il y a toujours des stratégies plus court terme, mais Mhm. effectivement, ça dépend aussi du temps qu'on est prêt à passer derrière. Et c'est aussi allié avec, tu en parlais un peu plus tôt, c'est le profil d'investisseur. Ouais. C'est un, qu'est-ce qu'on veut et est-ce que la stratégie qu'on va mettre en place va nous aider? Quelles sont les ressources financières à disposition? Donc, typiquement, un marchand de biens, enfin, tu vois, tu peux pas dire, tiens, je te prête 50 euros et fais-moi travailler 50 euros, ça n'a pas de sens. Il faut bien être des montants plus importants. Après, il y a aussi la notion de plaisir. Voilà, il faut y croire et on a envie de faire ça. Moi, j'ai vu des personnes se lancer dans l'immobilier, mais ça leur fait pas de plaisir. Et donc, Ouais. effectivement, après, ils ont vendu. Bon, après, il y a différentes façons de faire l'immobilier, mais donc, il y a cette notion de plaisir qui est importante pour dire, tiens, bah, en fait, j'ai pu mettre ça en place, je me suis diversifié et j'ai confiance dans ce que je peux construire derrière. Et pourquoi tu dis que c'est plus compliqué en ce moment sur la partie IMO? En fait, sur la partie immobilier, ce qui se passe pour le moment depuis l'année passée, c'est qu'on a quand même une hausse des taux. Donc, rien que pour la partie financement, c'est plus compliqué. Le Covid a quand même aussi, dans tout ce qui est l'immobilier court terme, donc la location courte durée notamment, tout ce qui est pour les vacances a quand même bien, enfin le tourisme a quand même bien aussi tué un peu certains secteurs. Donc quand tu as un appartement que tu mets en Airbnb puis que tu n'as plus personne qui est intéressé, bah, ça vient aussi influencer. Mhm. Et simplement pour le moment, il y avait plus une pression sur le marché immobilier. Il y a moyen de faire des affaires. Hein. C'est même, dans ma perspective de ce que je vois, c'est que les prix ont tendance à baisser dans certains Ouais. secteurs. Donc si tu as la capacité d'investir, c'est un moment intéressant à le faire. Mais la recherche de rendement peut être un peu plus, ça demande un peu plus de temps. Et il y a aussi une croyance, j'ai envie d'un peu déconstruire, c'est tiens, les taux ont augmenté, c'est plus possible d'acheter de l'immobilier. C'est faux. En fait, derrière, c'est quel est le projet que tu as envie de faire. Nous, typiquement, bien sûr, il y a un an, enfin, il y a 2 ans, on pouvait emprunter autour de 1%, 1,5%. Mhm. Aujourd'hui, on est à 3, 5, 4%. Et tout le monde me dit, ouais, mais c'est pas rentable. Ici, on a acheté récemment un immeuble à proche de 4%. Et le projet est rentable parce qu'on l'a mis dans un type d'investissement où on a un cash flow positif, donc c'est toujours possible. Mais ça Mhm. va effectivement de bien réfléchir, tiens, quelles sont les perspectives du secteur, de faire attention aussi au risque court terme. Est-ce que voilà, je ne vais pas me lancer dans une stratégie ou derrière, bah, tiens, s'il y a un changement, je peux perdre tous mes revenus derrière. Et c'est là où le court terme est pour le moment un peu plus instable, mais c'est toujours possible de faire des affaires, et notamment en bourse. La bourse, bon, l'année passée, il y a eu le Covid, il y a eu aussi des petites baisses, mais quand je vois, il y a une grosse reprise à partir du mois de mars-avril, avec des indices qui ont fait plus 15, plus 20%. Donc, ce qui est énorme, en fait. Et donc, ceux Ouais. qui arrivent à bien se positionner peuvent vraiment profiter de ces moments-là derrière. Après, moi, je pense, en tout cas, là, je suis dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux investir, même si c'est pas, peut-être pas toujours aussi bien que ce qu'on aurait voulu, etc., que ne pas investir du tout. Moi, typiquement, là, ça fait, je te l'ai dit en off, moi, ça fait 15 jours
que j'ai acquis en fait un appartement, donc mon premier appartement, mais en investissement, pas en résidence principale. Et effectivement, moi, dans mes rêves les plus fous, comme beaucoup d'entrepreneurs qui m'écoutent là maintenant, en fait, on a envie de croire à, tu vois, toutes ces stratégies de cash flow, d'investissement IMO qui vont faire que tu vas avoir un cash flow rapide, etc., etc. En fait, moi, je me suis retrouvée face à la réalité actuelle qui fait que, effectivement, c'est plus difficile qu'avant. Mais pour autant, j'ai quand même choisi d'investir, même si ce n'était pas exactement, tu vois, ce que j'avais envie de faire là tout de suite. Tu vois, dans ma vision, c'était pas le truc rêvé. En attendant, j'ai préféré investir que finalement laisser pourrir mon argent sur un compte bancaire. Et aussi, je suis aussi passée par l'emprunt. Mais du coup, est-ce que pour toi, tu penses que c'est encore possible sur la partie IMO aujourd'hui? Donc là, on enregistre, on est en 2023. Est-ce que tu penses là que c'est encore possible en ce moment? J'imagine que ça dépend aussi des situations. Tout à fait, comme je te l'ai dit un peu plus tôt, c'est justement il y a une pression sur les prix, donc ceux qui arrivent à négocier, notamment enfin, j'ai acheté plusieurs fois des appartements où les vendeurs devaient vendre absolument rapidement. Et quand on arrive à identifier ces situations-là, en gros, les gens sont prêts à Ouais, baisser de 10% le prix j'imagine. beaucoup plus facilement. Donc pour moi, clairement, après, c'est la notion on va dire, d'impact, enfin de rendement il dépend, tiens, est-ce que j'investis pour le revendre dans 2 ans? Là, effectivement, avec une plus-value, ça peut être difficile, hein. Parce qu'en gros, là, la pression des prix, effectivement, elle est confirmée dans pas mal de secteurs. Ça risque de continuer pendant quelques mois. Mais par contre, si on se met sur un horizon de temps, tiens, c'est un bien que je vais garder 15-20 ans, la probabilité que les prix de l'immobilier augmentent sont très importants. Et même chose en Mm. bourse, en fait, ce sont des tendances de fond où, en fait, voilà, c'est bon, je ne peux pas prédire le futur et on ne sait pas ce qui va se passer, mais quand on regarde quand même, j'ai récemment vu un tableau qui montre un peu les investissements en bourse à long terme entre 1 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, etc. Mais en fait, on a 90, plus de 90% de chances à 5 ans d'être en positif, hein. Et c'est la même chose à l'immobilier. Donc, si quelqu'un achète, et bien sûr, dans l'immobilier, il y a toujours des surprises. Tiens, il y a Mm. des travaux en plus, la location, je ne peux pas le mettre aussi élevé, etc. À partir du moment où on a quand même monté un projet qui peut être gérable à court terme, mais sur le long terme, voilà, il y a des éléments qui vont jouer en ta faveur. C'est l'indexation des loyers, il va augmenter progressivement. Donc, en gros, imaginons que tu as un crédit de 500 euros sur ce bien-là. Aujourd'hui, tu fais payer un loyer de 500 euros. Dans 10 ans, il sera peut-être à 750 euros ou 800 euros. Donc, tu vois, mécaniquement, tu as cet effet positif qui va jouer sur l'investissement. D'où le point où, en fait, l'investissement, c'est d'abord un jeu long terme avant le court Ouais. terme. Il faut vraiment penser long terme. Après, quand on a vraiment, je répète parce que c'est important, quand on a mis la base sur le long terme, on peut s'amuser à faire des paris plus risqués à court terme. Mais avant, moi j'ai vu beaucoup de personnes se casser la gueule avec les cryptos, Ouais. notamment beaucoup d'entrepreneurs mettre de l'argent au niveau des cryptos. Et en fait, derrière, après quelques mois, ça a baissé, ils ont revendu, ils ont tout perdu. Et c'est clair que voilà, parce qu'en fait, ils cherchaient un rendement, ils cherchaient un peu une solution magique. Et là, c'est c'est le genre de situation à totalement éviter. Par contre, ceux qui ont gardé, à un moment, ça va remonter. Enfin, je suis plutôt pro-crypto, donc ma perspective long terme elle est Mm. positive. Mais voilà, c'est le genre d'erreur à faire attention, de pas être, de faire attention à ce côté à pas du gain à court terme, voilà, de dire, OK, mais comment est-ce que je vois cet investissement et comment ça rentre dans ma vision à long terme aussi. Et du coup, tu parlais de c'est mieux quand on a la base d'aller ensuite sur du court terme éventuellement ou de commencer à Mhm. s'amuser un petit peu. Qu'est-ce que c'est la base pour toi quand tu dis, voilà, quand on a la base, on peut se permettre de. En fait, avec Guillaume, on a développé un peu, on a pris un concept de pyramide du patrimoine, on a mis un peu notre vision par rapport à comment on construit un patrimoine. Et on a vraiment différents niveaux. Le premier niveau, c'est se sécuriser au niveau de son salaire. Donc, c'est se payer correctement. Ensuite, le deuxième niveau, c'est d'avoir aussi une épargne de réserve, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de la boîte. Quand on est Ouais. entrepreneur, donc c'est tiens, au niveau personnel, si je perds mon job, je peux tenir 6 mois avec ce que j'ai sur typiquement, par exemple, un livret A. Et après ça, en fait, on va aussi passer sur le volet sécurisation de la situation, enfin, de la personne. Donc, est-ce que j'ai les bonnes mutuelles? Est-ce que j'ai les bonnes assurances? Ouais. Typiquement, quand tu es entrepreneur, les assurances maladie. Si demain, enfin, enfin, les assurances par rapport au personnel, si demain je suis malade, est-ce que j'ai Ouais. un revenu qui va tomber? C'est le genre d'assurance, c'est vraiment se sécuriser. Donc, on est vraiment sur ce volet sécurisation. Et après, on passe sur le volet, tiens, je vais planifier le long terme. L'achat d'une RP rentre dans une logique de long terme où, voilà, à partir du moment où on possède sa maison, c'est vrai que c'est aussi un gage de sécurité.
On a le placement, comme je l'ai dit un peu, ce qu'on appelle le DCA en mettant 50 euros par mois. Voilà, ça fait partie de cette vision long terme. Ok. L'immobilier locatif dans un but patrimoine, c'est aussi du long terme. Et donc, une fois qu'on a mis ces éléments de base, tiens, on va dire que mon futur, ma retraite est sécurisée, je vais me sentir à l'aise, je vais être serein financièrement. Bah, tiens, bah là, j'ai plus d'argent, bah, je vais pouvoir l'investir sur des projets enfin, sur de l'investissement plus risqué, avec plus de rendement. Typiquement, faire la bourse plus court terme. Si tu as de l'argent qui dort dans ta boîte, bah, tiens, je prends cet argent, je vais faire en sorte de le prêter à un marchand de biens. Donc, il y a vraiment Mm. différents niveaux derrière. Mais tu vois, c'est vraiment cette notion, tiens, est-ce que je me suis sécurisé et est-ce que je me sens bien par rapport à ce que j'ai mis en place? En fait, l'argent ne doit plus être un enjeu. Parce qu'à partir du moment où tu as l'argent, de dire, tiens, l'argent couvre mes besoins, couvre mes Ouais. projets, plaisir et à moyen terme, mais après, c'est du bonus et c'est là où tu peux commencer à t'amuser. Et c'est d'arriver à ce niveau-là où, en fait, tu gagnes suffisamment d'argent pour te dire, tiens, ben là, je peux prendre plus de risques. Mais avant ça n'a pas de sens. Si le salaire de l'entrepreneur ou de la personne couvre à peine ses besoins, il ne faut pas prendre trop de risques, il faut vraiment mettre de la base. Ok. Et chercher à augmenter ses revenus, bien sûr, dans le temps. Ok. Toi, j'imagine, toi aussi, tu es passé par des phases quand tu as créé ton entreprise où au début, voilà, il fallait se verser un salaire régulier et puis construire. Et c'est aujourd'hui, maintenant, tu peux en profiter pour aussi investir et utiliser Ouais, ta boîte exactement. comme vraiment un actif. Ouais, exactement. Et ça me fait plaisir, mais en même temps, je suis pas étonnée de ta vision des choses. Ça me fait plaisir que tu sois si prudent vis-à-vis de ça, parce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup de bêtises hein, qui se disent sur l'investissement, sur le fait voilà, le cash flow gigantesquissime que soi-disant tu peux te faire du jour au lendemain, etc. Je pense qu'il faut peut-être rappeler aux personnes qui nous écoutent là que c'est possible, mais que se faire beaucoup d'argent du jour au lendemain, en général, ça prend du temps. J'en ai En très général. rarement vu. Voilà, exactement. Donc, si on devait revenir sur ce que tu as dit pour résumer, donc déjà, s'assurer qu'on a bien un salaire et qu'on vit correctement finalement, qu'on a une épargne de côté de sécurité, on va dire, avec quelques mois d'avance si jamais un jour il y a le bouton stop qui arrive. Être bien assuré, une mutuelle, une prévoyance, etc., notamment pour les entrepreneurs. Et puis ensuite, on peut commencer à planifier le long terme. Et seulement ensuite, éventuellement, là, on peut commencer à peut-être aller sur des investissements un peu plus risqués. C'est ça que tu voulais Oui, dire. et quand la boîte commence à tourner, c'est Ouais. typiquement, tu peux vraiment utiliser les bénéfices de ta boîte pour créer un patrimoine perso. Donc, en fait, en gros, tu as un levier intéressant quand tu as une activité qui tourne. Et c'est pas spécialement avoir une grosse entreprise. On voit des freelances qui gagnent des revenus très confortables, qui peuvent utiliser leur Mm. boîte pour acheter un immeuble qu'ils vont mettre en local professionnel. Ou voilà, il y a tout des montages à faire. Il y en a plusieurs dont je ne vais pas détailler ici, mais il y a vraiment moyen d'utiliser, faire le levier avec sa boîte. Et en fait, c'est un peu une situation, voilà, on croit souvent des entrepreneurs et enfin, j'espère que, effectivement, ceux qui écoutent seront dans cette situation. C'est un moment, c'est ma boîte est riche, mais je suis pauvre. Donc, ça veut dire, bah, Oui. c'est positif parce qu'en fait, en gros, voilà, ma boîte s'est fonctionnée, mais par contre, la priorité, c'est OK, mais maintenant, j'ai besoin de me sécuriser, j'ai aussi besoin d'en profiter. Et c'est là où c'est important ce que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est ma boîte, c'est moi. C'est vraiment, non, c'est deux entités différentes. Exactement. Il y a toi, et il y a ta boîte. Et ta boîte est simplement un actif qui est au service de ta vie. C'est un actif qui est censé, tu vas générer de l'argent pour vivre tes projets, en fonction de ce qui compte pour toi. Et si je peux revenir sur un point que tu as dit un peu plus tôt, c'est les promesses par rapport à ce qu'on voit sur Internet. Ouais. Je suis tombé dedans, justement, tu vois, quand à les bibliothèques au tout début, c'est parce qu'en fait, à un moment, j'étais dans une situation professionnelle qui ne me plaisait pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu le problème de la vie professionnelle de beaucoup de personnes, c'est en fait, les gens cherchent à échapper de leur quotidien professionnel. Ils n'aiment pas leur job, ils ne sont pas bien payés. Et donc, on va chercher un peu des formules, des pilules magiques pour gagner vite et très rapidement. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Et c'est quand j'ai compris, effectivement, voilà, bah, aujourd'hui, bah, quand j'ai lancé mon agence marketing, bah, j'adorais ce que je faisais. Donc, l'argent, bah, déjà, ça venait plus naturellement. Et en fait, j'ai pu prendre les bonnes décisions parce que j'étais à l'aise et en fait, je passais mon temps dans une activité qui me plaisait. Par contre, effectivement, quand on doit passer 8 heures par jour, voire plus, avec des transports dans une activité qui n'a pas de sens, etc., bah, effectivement, c'est difficile. Mais donc là, toute la question à se poser, tiens, qu'est-ce que j'ai envie professionnellement et comment est-ce que je peux lier ça aussi avec un gain financier. C'est vrai que quand parle d'entrepreneuriat, on parle souvent d'entrepreneuriat, devenir freelance, démarrer une agence, démarrer un e-commerce ou une startup, mais Mm. tu as aussi la notion d'entrepreneur immobilier. Aujourd'hui, avec Ouais. une personne qu'on connaît, Jean Laplace, mais il aide des personnes à se lancer comme marchand de biens. Ça reste de l'entrepreneuriat où on peut vraiment mixer entrepreneuriat et investissement immobilier, ce qui est aussi intéressant. Donc, c'est vraiment se poser la question, tiens, qu'est-ce que vous avez envie professionnel
professionnellement et après utiliser ce levier-là pour développer votre patrimoine. Ouais, complètement. Je suis complètement d'accord avec ça et j'en ai souvent parlé sur le podcast parce que pareil, tu vois, j'entends beaucoup d'entrepreneurs parce que j'ai fait un épisode sur le why, la notion de why quand on est entrepreneur. Et à mon sens, enfin en tout cas c'est mon avis, quand tu fais de l'entrepreneuriat pur, quand je dis de l'entrepreneuriat pur, c'est pas lié à de l'investissement à proprement parler. Quand on crée quelque chose, qu'on veut aider les autres, qu'on veut créer un produit, etc. Je pense que c'est important de ne pas le faire initialement pour l'argent. Ça me semble hyper important au départ parce qu'en vrai, si tu veux gagner beaucoup d'argent, pour moi, c'est pas forcément la meilleure manière de gagner beaucoup d'argent que d'ouvrir une boîte, tu vois. Au bout d'un moment, tu vas en gagner, mais pas forcément. Et donc, souvent, ça m'est arrivé sur un ou deux épisodes, de dire, bah, en fait, si vraiment, fondamentalement, tu veux juste faire de l'argent, peut-être que c'est plutôt faire travailler ton argent, faire de l'investissement pur qui sera la meilleure option. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'imagine que tu as Je peut-être un suis, avis nuancé là-dessus. Je suis quand même assez aligné avec toi. Se lancer dans l'entrepreneuriat sans être passionné, c'est très compliqué parce que voilà, l'entrepreneuriat, c'est pas une aventure facile. Je ne tenais plus la stat en tête comme ça, mais il me semble qu'il faut plus ou moins 2 3 ans pour que la boîte puisse vraiment survivre et se développer. 2 3 ans, c'est long de se lancer dans un projet, alors que dans l'immobilier, tu peux acheter un appartement en 3 4 mois, un peu plus, et commencer à avoir tes premiers revenus. Donc, c'est clair que l'entrepreneuriat, il faut avoir ce côté passion et avoir envie d'aller là-dedans. Et c'est vrai que moi, j'ai Mm. un besoin personnel, j'ai un besoin de création, de résoudre des problèmes. Et effectivement, bon, voilà, c'est pour ça que l'entrepreneuriat, bah, je peux vraiment créer des produits, créer des choses, créer des systèmes pour vraiment pour avancer. Et ça me nourrit en moi. Donc, si la personne le fait simplement pour l'argent, ben, en gros, ça peut fonctionner. J'en ai vu des cas qui sont montés très vite, mais c'est pas stable et demain, ça peut très vite tomber. Et voilà, se lancer dans l'entrepreneuriat pour créer une boîte qui va durer un an, ça vaut pas la peine non plus. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup Ouais. d'énergie, pas grand-chose. Après, il y a quand même un cas très spécifique que j'ai déjà croisé, mais qui n'est pas très courant. C'est vraiment vouloir, enfin, ce sont des entrepreneurs qui vont créer une boîte dans le but de la revendre à 3 ou 10 ans. Oui, ouais, effectivement. Donc, ça existe, mais c'est pas les entrepreneurs les plus sereins financièrement que j'ai croisés parce que voilà, pendant Ouais. plusieurs années, ce sont des personnes qui vont pas spécialement bien se payer. Et effectivement, derrière, elles vont gagner un jackpot, mais la probabilité de l'avoir est quand même très faible. Et donc, pendant 10 ans, elles n'ont rien mis en place. Et donc, voilà, si demain la revente ne se passe pas, ben, ils ont perdu 10 ans et ils n'ont rien mis de côté. Donc, c'est une stratégie qui peut fonctionner, mais qui est quand même assez risquée, que moi, personnellement, ça ne me convient pas. Je ne dis pas que je ne vais pas lancer des boîtes pour les revendre, mais en gros, Oui. j'ai envie, à chaque fois que je me lance, ça doit rentrer dans mon projet. Ça doit m'aider au niveau financièrement à me développer là où j'ai envie d'aller pour moi, pour ma famille, pour mes proches. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu le tour là de tout ça, ce serait quoi les choses ou les éléments ou les actions à proscrire quand on veut commencer à investir? Donc, au niveau des erreurs, des points à faire attention, déjà, on a parlé un peu de la vision, c'est de comprendre, mais c'est aussi de savoir, en fait, s'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment se lancer dans l'investissement et ne font rien, c'est parce qu'elles n'ont pas la connaissance. Et typiquement, aujourd'hui, et on le voit malheureusement, c'est que, bah, tiens, pour investir, quels sont les chemins classiques? Le premier, c'est d'aller voir son banquier, son conseiller, lui demander, tiens, j'ai de l'argent, qu'est-ce que je peux faire? Le problème avec ça, c'est qu'aujourd'hui, ça va être des produits qui sont pour moi un peu dépassés, Ouais. d'une autre génération, avec des rendements assez faibles et des frais assez élevés. Moi, j'hallucine quand je vois des personnes qui ont mis depuis plus de 20 000, 30 000 euros dans des assurances vie. Et les assurances vie ne sont pas positives simplement parce que les frais, en fait, en gros, l'assureur et le conseiller prennent 4 à 5 de frais. Et donc Ouais. ça, pour moi, c'est le genre de point à faire attention, c'est que voilà, les produits, je dis pas que tout est mauvais, mais il faut vraiment garder un œil critique et comprendre vraiment le détail. Et c'est pas facile, c'est un monde qui est très difficile. Si on le fait pas, c'est que voilà, ce qu'on va voir chez l'un, ça va pas être la même chose chez l'autre, et donc c'est très difficile à savoir. D'où aussi le point qui est important pour moi, justement, c'est de reprendre ce contrôle-là, de comprendre vers quoi aller. Donc il y a ce premier point à faire attention, c'est voilà ce que les gens vous proposent, notamment des conseillers, c'est est-ce que c'est réellement bon pour moi ou est-ce que c'est surtout bon pour lui? Parce que typiquement, lui, il va gagner des commissions. Typiquement, il y a le Pinel en France là, Ouais. ça va bientôt changer, mais le Pinel, pendant des années, en fait, les biens vendus en Pinel avaient tendance à être vendus surcotés par rapport au marché. Donc, en gros, il fallait plus ou moins 10 ans pour récupérer un peu d'investissement. Donc, pour moi, c'est le genre de point à faire attention. C'est, tiens, qui vous le propose et pourquoi est-ce qu'il vous le propose derrière? Après, l'autre point, c'est les formations, c'est de se former.
mais faire attention qu'il y a Ouais, beaucoup de formations justement qui vont jouer sur ce côté, le retour financier à très court terme. Et c'est donc, ça. vous risquez de vous lancer dans des choses qui ne vous correspondent pas ou qui vont demander beaucoup d'énergie et au final, vous n'allez pas les mettre en place, hein. Donc, ça, c'est le premier point. Après, quand on est entrepreneur, bon, tu as certainement vécu ça quand tu as acheté ton appartement. C'est vrai que ça ajoute une complexité pour obtenir des financements immobiliers, par exemple, hein. Effectivement, bah, les banquiers, ils n'aiment pas ça, etc. Voilà, c'est risqué, un entrepreneur, donc il va chercher des garanties. Et c'est vrai que pour moi, un des points où on m'a critiqué, enfin, on m'a fait des remarques, c'est que quand j'ai démarré mon entreprise, je me suis toujours versé un salaire, hein. Un Ouais, salaire, pas le minimum, mais les gens me disent, mais t'es con, en fait, tu devrais payer en dividende, tu vas payer moins de taxes. Mais en fait, moi, je le faisais dans un but précis, c'est que, en fait, pour le banquier, voir un salaire, ça le rassure qu'il tombe tous les mois. Et donc, en ouais, gros, comme je savais que je voulais investir dans l'immobilier et compter sous le financement, ben, quand il a vu mon salaire, c'est bon, vous payez depuis maintenant plusieurs années, enfin plusieurs mois, mais on peut vous aider. Et encore aujourd'hui, ben, on a des très bonnes conditions parce que justement, il y a cette, si tu veux, cette santé financière qui est saine au niveau de ma boîte, au niveau de mes finances, hein. Et au niveau de la boîte aussi, quand on est entrepreneur, ben, c'est le pilotage de sa trésorerie. Bah, effectivement, il faut ouais. il faut avoir des comptes propres, hein, surtout quand on est en société. Il faut avoir une bonne gestion de trésorerie, donc pas avoir de dettes, bien gérer, montrer des bénéfices aussi un peu plus au début, surtout quand on est en démarrage, même si derrière, après, il y a des courtiers qui vont aussi pouvoir plus aider les entrepreneurs que dans certaines banques. Mais quand même, avoir une bonne gestion des finances dans la boîte, c'est essentiel. Et je dirais peut-être encore plus dans le contexte actuel, on est quand même un peu dans une instabilité, donc de pouvoir comprendre comment on parle l'argent et aussi maîtriser les coûts, c'est un aspect Ouais. important, surtout si on veut utiliser sa boîte comme un levier pour développer son patrimoine. Ok. Je ne sais pas Donc, comment toi tu vois les choses par rapport à ces notions, ce que tu as pu mettre en place qui fonctionne bien au niveau de la gestion de trésorerie de ta boîte pour justement aider à piloter, hein, cette partie-là. Mais pour moi, c'est un aspect qui est trop souvent négligé chez les entrepreneurs. Et de nouveau, c'est pas un manque de volonté, complètement. c'est un manque de savoir comment faire simplement sans devoir passer des heures dans des chiffres, hein. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur notre accompagnement phare, le 3-6, on a une partie finance Mhm. qui est voilà, importante. On va dire que ça fait 20%, tu vois, de l'accompagnement. Parce que c'est extrêmement important pour moi. De toute façon, même stratégiquement, tu peux pas prendre des décisions dans ta boîte si tu regardes pas comment fonctionnent tes finances et si tu regardes pas tes chiffres parce qu'ils ont des choses à te dire. Donc, clairement aussi, en termes de gestion, je sais que c'est important effectivement pour investir derrière. Moi, je sais que pour l'investissement là que je viens de faire, j'ai dû attendre d'avoir 2 bilans minimum parce que avant ils voulaient pas ils voulaient rien me donner. Enfin, les banques ne voulaient rien me donner. Et puis je me souviens même c'était rien à voir, c'était pas du tout pour un investissement, c'était pour faire un leasing de voiture. Ils m'ont embêté. Je me souviens, c'était la première année. J'ai quand même réussi à avoir le leasing parce que c'était la première année. Comme j'avais de très bons résultats, du coup, ils ont dit OK, c'est bon, ça passe. Et puis Mhm. après, on m'a dit dans tous les cas, si tu continues comme ça, bon, ben, dans 3 ans, on va te dérouler le tapis rouge, entre guillemets. Et là, du coup, ça s'est fait au claquement de doigts. Ça a été très facile, du coup, pour moi. Mais il a fallu 3 ans. Enfin, 3 ans Ouais. enfin, 2 ans et demi exactement de boîte, parce qu'avant, tu vois, j'étais en micro-entreprise et ça va parler aussi aux gens qui nous écoutent. J'étais en micro-entreprise et je suis passée en société. Et en fait, j'ai été mal conseillée puisque j'aurais dû finalement reprendre l'ancienneté, même si c'était minime, hein. Ma micro-entreprise, elle avait que 1 an et demi quand je suis passée en société. J'aurais dû racheter finalement ma micro-entreprise pour garder l'historique de ma boîte. Et en fait, j'ai été très mal Mhm. conseillée. Je n'ai pas gardé l'historique. Et résultat, au moment où j'ai voulu commencer à faire des investissements, bah, en réalité, ça faisait 2 ans, tu vois, que j'avais ma boîte, que ça se passait bien, que j'avais du chiffre, etc. Mais que personne ne voulait me prêter juste parce que, en fait, la micro-entreprise, je ne l'avais pas rachetée. Donc, bon, bref, il y a plein Ouais. de petites choses comme ça. Et je trouve que c'est pas toujours facile de s'orienter dans les méandres de l'investissement parce qu'il y a tellement de choses, tu vois, d'indicateurs C'est et de. difficile, Enfin, hein. mm, Et en fait, c'est aussi difficile de trouver les bonnes personnes à qui en parler, typiquement, parce qu'en fait, en gros, le rôle un CGP, conseiller en gestion de patrimoine, c'est aussi d'aider sur ce point-là. Sauf que aujourd'hui, de ce que je vois dans la majorité, ce sont des sujets qui ne sont pas abordés, ce ne sont pas des sujets qui payent. Derrière, c'est qu'effectivement, un CGP qui vend un Pinel, il va toucher une commission sur la vente, et c'est clair, c'est une rentrée importante de chiffre d'affaires. Par contre, passer du temps à regarder les statuts d'une boîte, les mutuelles, les prévoyances, c'est du temps qui, voilà, il ne peut pas facturer très cher derrière. Donc, effectivement, ce n'est pas intéressant.
Et dans notre logique, dans ce qu'on veut mettre en place, pour nous, c'est un point sur lequel on veut faire attention parce qu'effectivement, typiquement, le passage, le changement de statut, ça fait partie aussi de la gestion de patrimoine. Justement, c'est le genre de situation qui peut s'éviter pour aussi aller rassurer les banquiers derrière. Et effectivement, après, il y a aussi des banques, à partir du moment où tu as aussi des bons courtiers, tu peux dire, tiens, mais ces banques-là vont aussi plus aider les entrepreneurs que d'autres banques, grosses Ouais. banques de réseau derrière. Donc effectivement, malheureusement, c'est dur et c'est là-dessus où nous, avec Docteur Patrimoine, on essaie progressivement de changer les mentalités, faire prendre conscience de ça. Et en fait, c'est aussi ce côté, reprendre un peu le contrôle de son argent parce qu'en fait, depuis des décennies, si tu veux, hein, l'État nous a un peu infantilisés. Ouais. En fait, on ne sait pas ce qu'on dépense en frais médicaux. L'école est gratuite en gros, mais on sait pas, voilà, on ne connaît pas le coût. Le chômage est pris en compte par l'État, les retraites, et donc en fait, l'État veut tout gérer à notre place. Mais en fait, enfin, quand l'État veut faire ça, mais derrière, les gens se laissent porter et ne savent plus comment fonctionne l'argent. Et c'est là où c'est une différence avec la mentalité. J'ai vécu un peu plus d'un an aux États-Unis où c'est Mm. très différent. C'est que les gens, même en Angleterre, c'est assez différent, où les gens doivent placer leur argent pour assurer leur retraite, hein. Bien sûr, le problème, c'est qu'il y en a plein qui ne le font pas, donc il y a d'autres problèmes, je ne dis pas que leur Ouais, d'autres système est problèmes parfait, derrière. mais au moins les gens ont conscience qu'ils doivent se bouger là-dessus et ils doivent comprendre comment fonctionne l'investissement et l'argent. Et c'est là-dessus où je pense qu'en France, avec ce qui se passe avec les formations, le développement d'Internet, c'est en train de changer. L'investissement se démocratise, mais encore un gros travail. Et nous, on espère faire partie de justement de cette Mm. aventure-là pour montrer, tiens, mais voici ce qu'il y a moyen de faire pour avancer. Et en fait, à partir du moment où tu vas chercher cette information-là, c'est pas évident parce qu'il faut aller parfois dans des sujets, ça nous fait pas plaisir, mais quand on commence à comprendre, en fait, c'est plus fluide et on peut prendre les bonnes décisions pour notre avenir. Parce que c'est ce qui compte, oui, enfin, c'est pas avoir 100 000 euros sur un compte en banque, ça sert à rien. Par Ouais. contre, avoir l'argent pour en profiter, pour tiens, faire des voyages, pour améliorer son quotidien, son style de vie, c'est ce qui compte en soi. Et c'est là-dessus, pour moi, voilà, oui, ayez l'argent, mais pour vivre vos rêves, vos projets qui comptent, hein. Ouais, complètement. Je peux que valider ce que tu viens de dire. Et en gros, ce que tu veux dire, c'est il y a encore un gros travail d'éducation. Tu vois, moi, je pense que, il devrait y avoir l'éducation financière à l'école, quoi. Tu vois. Ah, il Ça, c'est- devrait. Il devrait, mais il n'y a pas. Moi, Mais, ouais. comme je t'ai dit, j'ai vécu un an aux États-Unis et j'ai eu l'occasion de faire aussi dans une high school. Et là-bas, je me rappelle, j'avais eu, c'était obligatoire, j'avais un cours justement de gestion financière. Bon, c'était pas un cours sur Ouais. toute l'année, mais je me rappelle plus le nombre d'heures, ça remonte à maintenant quasiment 20 ans, mais on avait quand même, pendant tout un trimestre, euh, une à deux fois par semaine, on apprenait la gestion d'un budget, la gestion des dépenses, et ça aide en fait. Bon, bien sûr, c'était pas pour l'investissement, etc., mais au moins, il y a ça. Mais c'est déjà une première étape. Et c'est Oui, mais là-dessus ça où je donne les trouve bases, effectivement, quoi. ça doit aller C'est beaucoup plus ça. loin. Et effectivement, ouais, je crois que effectivement, moi, je le vois maintenant avec mes enfants. Bon, elles sont encore jeunes, mais ce côté, la façon, la relation à l'argent, les principes Ouais. de l'argent, ce sont des points sur lesquels on discute avec ma femme pour enseigner les bonnes pratiques aux enfants. Et c'est vrai, dans les messages qu'on peut dire aussi à nos enfants autour de l'argent sont déterminants. Moi, je le vois, c'est que il y a, tu vois, pourtant, je viens d'une famille classe moyenne, donc mon père avait une très bonne position, donc on n'a jamais rien manqué de rien. On a manqué de rien. Mais par contre, c'est vrai que j'avais des croyances par rapport à l'argent. On en a tous, hein, des croyances. On Oui, gagne 1 million absolument. ou 1000, il y en a tous. Mais typiquement, à un moment, il y a 2 ans, j'étais avec Kim Benour dans le désert, que tu connais aussi. Mhm. Je me suis posé la question, mais tiens, qu'est-ce qui me limite financièrement? Je gagne bien ma vie, j'ai mon entreprise, mais mon entreprise stagne. Et j'ai fait un gros travail sur moi pour justement chercher ma relation à l'argent. Et c'est là où j'ai identifié pas mal de points. Et typiquement, je me voyais pas acheter une chemise Ralph Lauren. C'est une Ouais. connerie, hein. Et en fait, parce que je me dis, tiens, mais pourquoi je ne pourrais pas acheter une chemise Ralph Lauren? Mais derrière, en fait, j'avais pas mal de croyances qui venaient de mes parents. Ah, tiens, des péteux de riches, etc. Et en fait, une Ah, image ok, négative ouais. autour de ça. Et c'est là où j'ai pu déconstruire ça. Depuis, j'ai pu passer un cap financier parce que j'ai été casser pas mal de croyances autour de l'argent. D'où l'importance de l'éducation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec nos enfants, même si la plus grande a que 6 ans, mais dans ce qu'on dit par rapport à, tiens, attention, le gaspillage, ça coûte de l'argent, on fait attention à ce qu'on dit pour pas justement travailler, enfin, de mettre des croyances négatives autour de l'argent. Et que ce soit plutôt un cercle virtueux que vicieux. Bah, tu vois, justement, la semaine là où on enregistre cet épisode, j'ai sorti
J'ai sorti un épisode sur la notion d'investissement et j'ai parlé un peu de money mindset, même si c'est pas du tout enfin Mhm. voilà, c'est pas mon expertise. Mais c'est clair qu'il y a tellement de choses importantes aussi à dire autour de ça. Donc, si concrètement, je fais un peu un résumé là au départ, on était parti sur c'est quoi un peu les erreurs ou les trucs à proscrire. C'est déjà de ne pas travailler sa vision. Donc, en gros, il faut bien travailler sa vision, qu'est-ce que vous voulez, etc. Essayer en tout cas de se faire conseiller par les bonnes personnes. Ça, Ouais. c'est un point clé. Se former et puis avoir une bonne gestion de ses finances pro et perso. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter ou Bah, on est bon sur... on est bon, je dirais simplement, effectivement, le fait de penser long terme, quand on est impatient, c'est difficile, mais c'est Hmm, c'est vraiment, voilà, c'est de travailler son impatience, de dire, OK, voilà, je travaille à long terme. Et donc, effectivement, de ne pas chercher la martingale qui va faire gagner à court terme, c'est très compliqué, ça n'existe pas. J'ai accompagné pas mal d'entreprises avec mon agence marketing dans l'investissement, que ce soit immobilier et bourse. Donc, j'en ai vu passer des cas et vraiment la probabilité de réussir à remplacer un salaire avec le trading, alors qu'on n'a pas aucune expérience, elle est proche de zéro. Donc, mettez en place les bonnes choses. Et bon, après, quand on est entrepreneur, il y a aussi, tu parlais de relations à l'argent, c'est vrai qu'il y a des points assez intéressants ouais. à creuser. Soit, bah, tiens, vendre ses services entre 30 euros de l'heure, 50 euros de l'heure. Il y a aussi une notion de mindset autour de l'argent. Et derrière, Ouais. effectivement, à partir du moment où vous travaillez vos leviers pour gagner plus, que ce soit pas spécialement vendre plus cher, mais d'augmenter vos revenus, mais derrière, mécaniquement, votre patrimoine va aussi en profiter. Vous allez en profiter au sein de votre vie. Complètement. Est-ce que tu as des ressources à partager? Peut-être, je sais pas, des livres, tu vois, sur l'éducation financière, qui te viennent là comme ça. Alors, moi, il y en a un que j'ai déjà partagé, qui est celui de Christian Junot sur le Money Mindset, Ouais, forcément. C'est exactement le titre, il me semble, ce que l'argent dit de vous. Je crois que c'est ça. ouais. Mhm. Est-ce que toi, tu as des ressources comme ça à partager pour Il nos y auditeurs? a un livre que j'ai lu à trois, quatre reprises qui m'a vraiment aidé. Et c'est vrai qu'il y a des livres qui peuvent aider, comme ça aider à plusieurs reprises. C'est T. Harv Eker, donc Les secrets d'un esprit millionnaire. Et là, c'est vraiment plus, bon, à partir du moment où on a compris l'investissement de base, ben, ça va travailler, tiens, parce qu'à chaque fois, comme je l'ai dit, on va avoir des plafonds financiers. Quand on a 1 million ou 10 000, enfin, on aura toujours un plafond. Et là, justement, ça permet de travailler ça. Donc, c'est un livre qui est plus sur cette partie-là, mais qui est intéressant à avoir. Il y en a un autre, c'est je sais pas si on peut dire un coach, un formateur américain, Ramit Sethi. C'est I Will Teach You How to Be Rich. Je pense qu'il est aussi en version française. Ok. Bon, c'est vraiment plus la mentalité américaine, mais justement, il montre un peu, il décompose un peu autour de l'investissement en bourse. Bon, il n'est pas pro-immobilier, donc il va un peu déconstruire l'immobilier. Je ne suis pas spécialement d'accord avec lui. Mais déjà, Ouais. comprendre un peu le placement long terme sur voilà, même si c'est très américain, il y a une sorte de logique qui aide à comprendre derrière. Après, il y a aussi un autre livre qui peut être intéressant pour les entrepreneurs. C'est Naval Ravikant. En fait, ça, c'est vraiment plus qui montre aussi un peu comment utiliser plus l'entreprise derrière pour développer, enfin pour aussi augmenter ses revenus. Et donc, c'est un mix entre investissement et entrepreneuriat qui est assez intéressant. J'invite à lire. Pour ceux qui veulent aller plus loin, donc j'avais parlé un peu plus tôt de la pyramide du patrimoine. On a fait une vidéo là-dessus avec mon associé. Si voilà, on a plusieurs Ouais. ressources, donc on pourrait aussi le mettre sous le podcast. Tiens, voici ce que vous pouvez télécharger ou des accès vers des vidéos qui peuvent vous intéresser derrière. Super. Si là on arrive à la fin de cet épisode, parce que voilà, on pourrait encore parler pendant longtemps, et c'est ce que je dis souvent d'ailleurs à la fin des épisodes où on a envie de poser 1 milliard de questions. Si parmi les entrepreneurs qui nous écoutent, il y a l'un d'entre eux, l'une d'entre elles qui souhaite prendre rendez-vous avec toi enfin avec toi ou en tout cas sur Docteur Patrimoine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe? Je pense que ça sera le bon mot de la fin. Ouais. Bah, la meilleure façon, c'est de nous contacter par email. C'est hello@docteurpatrimoine.com. J'imagine qu'on mettra les informations. Et en Yes. gros, la façon dont on fait, c'est voilà, on prend le temps, on fixe un rendez-vous de 30, 45, une heure pour parler, pour discuter, voir, comprendre où est-ce que vous en êtes. Et c'est vrai que pour les entrepreneurs, on fait surtout très attention de voir aussi un peu comment utiliser la boîte comme un levier derrière. Donc, on va vraiment essayer de comprendre la situation de la personne. Et chaque situation est différente au niveau personnel, au niveau familial. Donc, il y a à chaque fois des situations différentes. Mais c'est important pour nous de comprendre ce que vous avez, ce que les personnes ont envie de faire et quels sont les Mm. blocages. Et derrière ça, bah, en fonction de ça, soit on dit, tiens, voici comment on peut vous aider, voici les ressources à disposition. Et si clairement, bah, on est dans un cas où on ne peut pas aider, on le dit aussi, on n'a pas Ouais. intérêt à aider tout le monde, enfin, à dire oui, bah, alors qu'on sait qu'on ne peut pas vous aider. Mais derrière ça, une fois qu'on a pris ce premier point de contact, bah, derrière, on va comprendre comment on peut vous aider et vous aider
avancer. Il y a différentes façons qu'on peut le faire pour vous aider. Super, bah écoute, merci beaucoup. D'ailleurs, c'est top que vous occupiez, on va dire, aussi de la partie entreprise, parce que je trouve, tu vois, que c'est quelque chose qui manque pas mal. Il y a beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine notamment qui vont conseiller sur la partie perso, les revenus personnels, mais il n'y aura pas du tout d'optimisation ni d'investissement, entre guillemets, possible sur la partie entreprise, alors qu'en fait, il y a plein de trucs possibles. Donc, c'est top aussi que vous fassiez ça. Ouais, c'est un nouveau point qu'on a pris connaissance assez récemment, il y a quelques mois. Bon, cette partie-là, enfin, l'activité est assez récente, Ouais. mais très rapidement, on s'est rendu compte pour les entrepreneurs. Voilà, si derrière, enfin, on a eu des entrepreneurs qui disent, tiens, j'ai envie de faire mon patrimoine, mais derrière, on s'est rendu compte qu'ils avaient zéro de trésorerie. Et donc, Ah oui. malheureusement, s'il n'y a pas de trésorerie, on ne peut rien faire. Donc, c'est là où on s'est dit, tiens, mais en fait, c'est qu'il y a, comme il y a un tel niveau de méconnaissance à ce niveau-là, bah, tiens, comment est-ce qu'on peut aider? Effectivement, ça va chercher à comprendre les flux de trésorerie, à mettre en place certaines choses, pas rentrer dans tous les détails comme la compta, c'est pas le but, mais de comprendre ce qui se passe. Et aussi, on a aussi un profil, Guillaume, un profil marketing. Donc derrière, on va pouvoir identifier des actions qui peuvent être mises, qui peuvent aider aussi à augmenter le revenu, parce qu'effectivement, la trésorerie, c'est pas simplement maîtriser les coûts, mais c'est aussi voir quelles sont les poches de croissance derrière. Donc pour nous, c'est pour ça on veut faire parler les deux. Parce que c'est à partir du moment où on le fait, on sait derrière, on peut aller plus vite dans la création d'un patrimoine. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui confondent compta, finance, pilotage financier, investissement, patrimoine, tout ça, tout ça. On en a parlé sur un épisode que j'ai partagé avec LMK Training, que tu dois connaître d'ailleurs, je crois, Julien, sur l'épisode 3. Donc, j'en profite pour le dire pour les personnes qui nous écoutent. Écoute, Julien, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose ou on est bon sur notre sujet aujourd'hui? Bon, c'est simplement un peu le mot de la fin, c'est agissez, tout est possible. Donc, mettez en place les premières actions et vous verrez que progressivement, tout va se mettre en place. Vous allez construire votre propre pyramide et c'est ce qui compte, c'est que ce soit une pyramide à votre image. J'adore. Merci, Julien. Merci beaucoup Merci à pour ton toi. temps. Et puis, je te dis peut-être à très vite sur Vision parce que c'est déjà la deuxième fois que tu viens. Donc, à tout Merci moment, à je toi t'invite et une troisième fois. avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt, Julien. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.